Voilà, les 10 ans de la révolution égyptienne, on continue d'en parler avec vous. Youssef El Chazli, vous êtes chercheur à l'université de Brandeis aux États-Unis. Vous venez de publier votre thèse chez Dalloz, Devenir révolutionnaire Alexandrie. Alors la situation que présente Alexandre Bouchanti aujourd'hui est inquiétante du point de vue des droits humains. Il parle de ce mur de la peur qui a été reconstruit de manière plus solide. Le régime Sisi qui apparaît comme plus autoritaire que celui d'Hosni Moubarak, ce que dénonce d'ailleurs l'ONU et le Parlement européen. C'est une analyse que vous partagez, vous ? Oui, dans une assez large mesure, on pourrait dire, pour filer la métaphore d'Alexandre Bouchanti, que ça a été reconstruit en béton armé, là, puisque là, on a vraiment les militaires qui ont repris les rênes du pouvoir assez fortement. Alors, c'est vrai que l'élan premier de la révolution de 2011, on peine à le voir aujourd'hui en Égypte, et parce que aussi le régime, disons, s'active à effacer un peu toutes les traces qu'il peut y avoir. Notamment sur la place Tahrir. Notamment effacer au sens vraiment physique, c'est-à-dire empêcher les gens d'être sur la place Tahrir, effacer les graffitis qui ont pu exister, etc. Et donc, par ailleurs, essayer de toute manière possible d'enlever toutes les traces du mot 25 janvier ou du souvenir du 25 janvier. Ça fait peur, ça, au pouvoir, justement? Un nouveau Tahrir? Disons, l'événement du 25 janvier et surtout du 28 janvier est vu comme un échec pour le pouvoir politique égyptien, dans sa continuité maintenant qui existe aujourd'hui. Et il est clair que, ça a été dit de manière très claire par le président de la République il y a quelque temps, que ce qui s'était passé le 25 janvier 2011 n'aurait pas lieu une deuxième fois. Donc il fallait bien que les Égyptiennes et les Égyptiens se mettent dans la tête que c'était une erreur un peu, voilà, ils avaient erré et puis on n'aurait pas ce genre d'événement une deuxième fois. Est-ce que c'est une révolution ratée aujourd'hui, ou en tout cas un essai qui n'a pas été transformé, ou alors il faut se donner plus de temps aussi pour voir ce qui se passera? Je pense qu'il faut un peu éviter les analyses binaires qui voient, par exemple, le succès tunisien versus l'échec en Égypte, en Syrie et ailleurs. Disons, les événements révolutionnaires, si on les prend dans un sens très strict, on va considérer qu'ils ont échoué parce qu'il n'y a pas eu de changement de régime politique, il n'y a pas eu de changements électoraux, etc. Mais en fait, les événements révolutionnaires, en général, ça touche des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et les personnes qui les vivent, on peut bien essayer de les convaincre qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais eux et elles et eux savent qu'ils l'ont vécu et du coup ça reste et ça a des effets de long terme. Ce que vous voulez dire, c'est que ça les touche intimement. En tout cas, il y a des cheminements personnels. Une fois qu'on a vécu ce qu'on a vécu ou qu'on a vu ce qui s'est passé, eh bien, peut-être que le germe de la liberté ou de l'envie démocratique est là. Absolument. En fait, si vous voulez, ce qu'on observe quand on étudie un peu sur le long terme les événements révolutionnaires, c'est que au bout d'un moment, il y a des vies ultérieures de la révolution qui sont, par exemple, dans les rapports de genre, dans le couple, qui sont, par exemple, dans la profession. On va faire son travail différemment si on est médecin. On va investir ses énergies, ses idéaux qu'on a construits dans la révolution, mais dans d'autres sphères qui ne sont pas nécessairement la politique au sens le plus strict, donc les élections, le Parlement, etc. Alors après la Révolution, il y a un homme qui était devenu un des visages de ce mouvement, c'était Bassem Youssef, un médecin qui était devenu donc humoriste et animateur de télévision, à la voix de ceux qui croyaient en une transition démocratique en Égypte, mais avec Mohamed Morsi, puis le coup d'État du maréchal Sissi, eh bien on l'a sommé de se taire. Alors que devient-il aujourd'hui? On voit cela tout de suite. C'était il y a presque 7 ans. Le roi de la satire égyptienne, entouré de son équipe, fait ses adieux à son public après une dernière émission. Je suis fatigué de lutter, fatigué par la pression, fatigué d'être inquiet pour ma sécurité et celle de ceux qui m'entourent. Abdel Fattah el-Sisi vient de remporter la présidentielle. Depuis le soulèvement populaire de 2011 et la chute d'Hosni Moubarak, Bassem Youssef, ancien cardiologue, faisait rire aux éclats nombre de ses compatriotes sur Internet avant d'avoir sa propre émission regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs. Son humour, aussi cinglant que décapant, n'épargnait personne. Avant Sissi, le président Morsi et les frères musulmans en ont fait les frais. Une liberté de ton inédite acquise à la faveur des printemps arabes qui n'a plus droit de citer en Égypte. Bassem Youssef a quitté son pays pour la Californie afin d'y construire une nouvelle vie. C'est ce qu'il expliquait il y a 5 ans à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur lui. Je suis en train de me réinventer. C'est un business très dur, c'est Hollywood, c'est Los Angeles. Il y a des gens qui ont encore plus d'expérience que moi et qui galèrent. Donc c'est vraiment difficile. C'est une aventure à la fois passionnante et terrifiante. Bassem Youssef peut compter sur l'humoriste et ami Jon Stewart qui l'invite régulièrement dans son talk show. Depuis cet automne, l'Égyptien anime une émission sur la chaîne saoudienne Shark à Dubaï. Mais cette fois, pas question de railler qui que ce soit. L'alimentation et le bien-être sont ses sujets de prédilection.
Comme je l'ai dit, j'ai exprimé mon objection sur beaucoup de choses qui se sont passées, mais je vis à l'étranger. Il m'est donc difficile d'avoir une influence sur ce qui se passe à l'intérieur. Une façon aussi de retourner auprès du public arabe sans prendre de risques. Youssef El Chazli, Bassem Youssef, c'est le symbole de cette révolution déçue. On sent qu'il n'a plus envie de critiquer ouvertement le régime, clairement. Il n'a plus envie, il a peur peut-être. Oui, je pense qu'il représente un pan clairement présent en Égypte, c'est-à-dire un pan de la jeunesse et puis même des personnes un peu plus âgées. Ça a été un symbole extrêmement fort de la révolution, il a été très très suivi. C'était 30 millions de téléspectateurs pour chaque émission. Ah oui, la vie s'est arrêtée pour regarder Bassem Youssef et au-delà de l'Égypte. Moi, je me rappelle au Maroc, beaucoup de gens regardaient, c'était assez transversal comme phénomène. Mais effectivement, la violence de la censure dont il a été l'objet, l'a fait partir. Et ensuite, je pense que, comme pour beaucoup d'Égyptiens... Il est parti de lui-même ou pas, justement, ou on l'a fait partir? C'est toujours très compliqué d'évaluer ça, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelqu'un qui avait l'opportunité de partir. Il était d'un milieu social plutôt favorisé. Il avait étudié aux États-Unis. Et après, comme on le voit pour beaucoup de gens qui partent à l'étranger, le choix de prendre la parole ou pas va être très lié au fait d'avoir de la famille sur place et de la peur qu'on peut avoir des représailles envers cette famille. C'est quelqu'un, en fait, de la plupart de ceux qui partent d'un régime autoritaire et qui ont peur ensuite pour leur famille. Ce qui montre aussi, voilà, ce qu'est l'ambiance aujourd'hui en Égypte avec le régime Sisi, clairement, non? Oui, non, bien sûr. Donc il y a toujours, et ça arrivait encore récemment avec Wael Ronim, qui était une autre figure importante de la Révolution, dont le frère avait été arrêté à un moment donné l'année dernière, et qui, suite à la libération de son frère, a fait un volte-face assez important sur ses positions. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très compréhensible quand on a de la famille qui est restée sur place, quoi. Alors, on a aussi quand même beaucoup parlé des femmes. On parlait justement tout à l'heure de ces cheminements, justement d'un acte fondateur de cette révolution, malgré tout, dans l'intime. Il y a aussi cette mobilisation des femmes justement pour des combats féminisme, chose qu'on ne voyait pas avant, ou en tout cas seulement avec la femme d'Hosni Moubarak, qui s'en servait un peu comme d'une vitrine. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces femmes, elles prennent ces combats à bras-le-corps. C'est une réalité, ça, ou pas? Moi, je dis toujours que des dernières grandes conséquences visibles de l'événement révolutionnaire, c'est le mouvement féministe en Égypte. Il n'était pas inexistant avant, mais c'était un féminisme d'État, comme vous dites, et qui était très lié, effectivement, alors soit à des réformes institutionnelles, des réformes juridiques, mais très peu de combats dans la rue et très visibles. Aujourd'hui, la question féministe, les combats liés aux violences sexuelles, tout cela est devenu quelque chose de très central dans les luttes politiques, et il suffit de regarder les réseaux sociaux tous les jours pour voir la liste de grandes discussions, de grandes bagarres, même idéologiques, morales, autour de ces questions. Et comment c'est reçu ça par le pouvoir actuellement ? De manière très variable, c'est-à-dire que parfois le discours de l'État égyptien va être un discours qui promeut la femme et qui veut la défendre, mais en même temps on va voir que le bureau du procureur général peut jouer un rôle de défenseur des mœurs tel que défini par l'État et par une certaine, disons, élite du pouvoir, et qui ne va pas hésiter à aller arrêter des femmes qui dansent sur TikTok, ne va pas hésiter à aller arrêter des femmes qui sont venues porter plainte pour des agressions sexuelles, et donc arrêter les victimes et arrêter... donc on voit que c'est toujours très ambivalent cette situation. Le maréchal Sissi, il a la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Comment on peut imaginer l'Égypte ? Est-ce qu'on peut imaginer malgré tout un assouplissement ou pas du tout ? C'est très difficile de prévoir ça. Parfois, on a eu l'impression récemment qu'il y avait eu peut-être des petites ouvertures, des petits signaux que le régime peut-être souhaitait libéraliser un peu l'espace politique, mais très vite, on peut voir des éléments qui vont dans le sens inverse. Donc pour l'instant, c'est une situation qui est assez instable, et il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte est très touchée à la fois par sa situation économique et par le voisinage, donc les conflits en Libye, les conflits qui sont liés, disons, aux eaux du Nil avec l'Éthiopie, mais aussi au Soudan, les conflits évidemment israélo-palestiniens à côté. Donc disons, la situation globale de la région n'est pas nécessairement favorable à une ouverture. Merci Youssef El Chazli d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre thèse est publiée chez Dalloz, Devenir révolutionnaire à Alexandrie.